Laure Lavalette, députée du Var et porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, est mon invitée. Bonsoir Laure Lavalette. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans ce studio d'Europe 1. D'abord évidemment, je voudrais revenir sur le premier thème dont nous parlions il y a quelques instants avec Jules Torres et Paul Melun, le sujet de l'immigration. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne donc rétablit ses contrôles aux frontières demain. En Europe, il y a un frémissement effectivement autour de cette question. Et nous, en France, Michel Barnier a laissé entendre qu'il était prêt à prendre des mesures concrètes, à maîtriser les flux migratoires avec des mesures concrètes. Va-t-on rétablir les frontières ? En tout cas, il y a 77% des Français, d'après un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, qui y sont favorables. Est-ce que vous pourriez vous entendre, vous, le Rassemblement National, sur cette question avec Michel Barnier ? Je vous réponds tout de suite. D'abord, je m'arrête un instant sur le fait qu'effectivement, cette mesure du chancelier allemand était une mesure de Jordan Bardella au moment des européennes. Donc, je me réjouis que cette mesure qui a été tellement moquée, tellement raillée à la fois par la classe politique et même médiatique. Alors, je ne sais pas si Europe 1 avait hurlé avec les loups ou pas à ce moment-là, mais tout le monde avait l'air de feindre, de ne pas comprendre comment cette mesure allait être mise en place. C'est évidemment très simple, il faut le rappeler aux Français, que simplement Frontex, qui est cette agence qui est censée maintenir les frontières extérieures de l'Europe, fasse sa prérogative, et ne soit pas une agence d'accueil pour migrants, et nous ayons effectivement des frontières nationales. Je veux dire, ça fonctionne très bien. L'Allemagne l'avait déjà fait, et ils avaient baissé de 40% leur immigration illégale. Et quand vous entendez le chancelier dire « je veux choisir qui rentre en Allemagne », c'est exactement ce que nous disons depuis bien longtemps, et pourtant on a des cris d'orfraie quand nous le disons. Il y a une certaine bienveillance quand c'est le chancelier allemand. Dont acte, moi je suis ravie qu'il y ait ce frémissement dont vous parlez. J'entendais Jules Torres parler du Danemark, et c'est pourtant un gouvernement social-démocrate. Il y a la Suède, vous en parlez aussi. Moi je suis ravie qu'il y ait un réveil des peuples. On voit bien que cette immigration massive, dérégulée, elle pèse sur nos comptes publics, elle pèse sur notre sécurité, elle pèse sur notre identité. Les Français n'en veulent pas, je le rappelle, c'est pour ça qu'ils ont plébiscité Jordan Bardella au soir des élections européennes. Mais plus de 30% avec une participation historique. Ouais. Donc oui, je voudrais que Monsieur Barnier prenne ce sujet à bras le corps. Vous avez raison, il l'a dit. Il avait effectivement, au moment de la primaire des LR, il avait eu des mesures qui nous paraissaient très proches des nôtres. Mais moi, je me souviens aussi qu'il est rentré plus d'immigrés légaux sous Nicolas Sarkozy que sous Lionel Jospin. Donc, je vous avouerai que moi, je fais pas un chèque en blanc. Je paye pour voir. Non, mais là, vous allez le soutenir sur cette question, le Rassemblement National. Je vous rappelle que je suis dans un groupe d'opposition. Ça vous a pas échappé. Mais vous pouvez soutenir. Mais nous serons constructifs et nous ferons exactement ce qu'on a fait depuis le début. Toutes les mesures qui vont dans le bon sens, qui améliore le quotidien des Français, et effectivement une reprise en main de cette politique chaotique migratoire améliorerait, je peux vous dire, le quotidien des Français. Donc nous le voterons, mais voilà, nous serons constructifs. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'un moratoire sur l'immigration ? C'est ce que nous demandons. Donc évidemment, on veut un moratoire sur l'immigration. Après, nous on va vouloir faire voter un référendum qui est complètement prêt sur l'immigration, parce que pour lutter contre l'immigration, il faut qu'on inscrive véritablement aussi dans notre constitution les moyens juridiques, administratifs, politiques qui nous permettront de réagir efficacement. Parce que si on veut changer la façon dont on devient français, il faut que ça rentre dans notre constitution. Mais il y a des mesures très simples. Il faut, et je vous entendais tout à l'heure, il faut décourager les gens de venir, parce que bien sûr qu'ils sont poussés par effectivement, c'est déjà appliqué en Europe. Bien sûr, par la pauvreté et la misère, et on les comprend très bien, mais on ne peut pas être le guichet social du monde. Il faut qu'ils sachent, si nous étions au pouvoir, que s'ils venaient de façon illégale sur notre sol, ils auraient la certitude de ne jamais être régularisé, mais exactement comme fait l'Australie, sans que ça ne choque personne. Laure Lavalette, je suis obligée de vous poser la question, je l'évoquais tout à l'heure avec Jules Torres et Paul Melun, la question de ces migrants. Que fait-on de ces migrants ? 2024, l'année la plus meurtrière pour ces migrants qui veulent traverser la Manche. Je suis obligée de vous entendre aussi sur le côté humain. Non, mais évidemment. Voyez, mais moi, à chaque fois, je suis révoltée, et j'en veux justement aussi. Alors, il y a deux sortes de migrants. Parce qu'il y a effectivement les morts en Méditerranée, et depuis 2015, la Méditerranée est devenue un cimetière. C'est absolument épouvantable. Et moi, je pense que les ONG sont vraiment complices des passeurs, font croire aux gens que ça va être facile d'aller de l'autre côté et qu'on va s'occuper d'eux. Nous avons une doctrine très simple. On veut secourir ces embarcations en mer et les reconduire, alors que nos adversaires politiques veulent les accueillir et les répartir sur le territoire. Donc, on a deux visions très différentes. Je connais bien la situation. Je suis élue de Toulon, où vous savez, nous avons accueilli l'Océan Viking, où en très peu de temps, tout le monde était dans la nature. Je rassure les gens. Personne ne sait exactement
exactement où sont passés les migrants. C'est une opération qui a coûté un fric phénoménal. Je me suis inquiétée, même moi, des mineurs. Il y avait plus de 40 mineurs qui ont disparu. Ça veut dire qu'il y avait des enfants de 11 ans qu'on a retrouvés dans la nature, aux mains des proxénètes, aux mains du trafic de drogue. Donc en fait, c'est une catastrophe de A à Z. Il faut empêcher qu'ils viennent sur notre sol. Et puis, il y a les morts en Manche, ceux qui passent par chez nous pour aller jusqu'en Angleterre. Voilà, je pense que la solution, c'est de faire en sorte déjà qu'ils n'arrivent pas chez nous pour ne pas avoir envie d'aller en Angleterre. On va un peu parler de la rentrée. C'est un week-end très studio au Rassemblement National. Dites-moi, vous préparez la prochaine dissolution? Oui, alors je viens de déposer mes comptes de campagne quand même, parce que si je pouvais avoir 2-3 mois... Non, mais vous en avez 10 au moins. Ouais, j'en ai 10, exactement. Marine Le Pen a dit, nous souhaitons que cette mandature soit la plus courte possible. Je vous pose la question, est-ce que vous préparez la prochaine dissolution? Bien sûr qu'on se prépare. Bien sûr. En fait, si vous voulez, au bout de ces 2 tours, la composition de l'Assemblée nationale ne reflète pas véritablement les aspirations de la France. S'il n'y avait pas eu ces magouilles, ces petits arrangements complètement honteux, je pense, entre l'alliance de la carpe et du lapin, enfin plutôt l'alliance de la honte, de la Macronie avec l'extrême gauche. Vous serez prêt la prochaine fois? Pas là. C'est-à-dire que vous avez gommé les failles, vous avez sorti ceux écoutez, on fait de notre mieux, qui ont débordé. Vous faites le ménage au Rassemblement national. On fait de notre mieux, mais n'oubliez pas quand même, 11 millions de Français, plus gros groupe à l'Assemblée nationale. Oui. Même pas plus gros groupe d'opposition, plus gros groupe à l'Assemblée nationale. Donc je peux vous dire qu'on est en ordre de bataille. On est en ordre de bataille. La rentrée, c'était en plusieurs temps. Premier temps d'accueil de nos nouveaux, parce qu'on est passé de 88 à 126. On a une croissance de plus de 50%, donc on a pu accueillir nos nouveaux collègues. Et puis ce coup-ci, on était plus près, puisqu'il y a 26 mois, ils étaient 6. Donc il y a quand même une crise de croissance. Il a fallu s'organiser. Après, on a travaillé évidemment sur le programme, sur les préoccupations des Français, la sécurité, l'éducation. Et je disais, faire le ménage aussi, parce que, tiens, par exemple, on va parler de Christine Engrand, députée RN, voilà, déjà accusée d'avoir utilisé ses frais de mandat pour des dépenses personnelles, gardiennage de chiens. Vous avez raison. Voilà, site de rencontre, funérailles, exactement, Jules Torres. Dites-moi, elle va rester députée ou ça se passe comment, vous avez raison, quand on est député, on se doit d'être exemplaire. Et effectivement, Christine Engrand n'a pas été exemplaire. Alors, a priori, tout a été remboursé. Elle parle de confusion. Il y a une instance qui est le bureau du groupe, donc elle va passer devant une espèce de commission disciplinaire devant le bureau du groupe et nous verrons quelles sont les sanctions qui sont prises, mais c'est intolérable, enfin évidemment, et sera sanctionné comme il le faut. Donc ménage. Vous savez ce qui compte? Ce qui compte, c'est pas tant ce qui arrive au sein d'un groupe, mais c'est la façon dont le groupe réagit aussi. Regardent, mais bien sûr, franchement, mais c'est pour ça qu'elle sera sanctionnée. Elle sera sanctionnée, d'accord. Bien sûr, elle sera plus députée. Bien sûr, elle sera sanctionnée. Après, vous savez, vous n'êtes pas à l'abri de savoir ce que vont faire les gens qui sont dans votre parti. Ouais. On va continuer par de la rentrée dans un instant. Je voudrais juste qu'on écoute les mots de Jordan Bardella qui a mis quelques taquets à nos confrères. Un pays qui est libre et un pays souverain. Il fait un peu le florilège d'articles de presse. Donc dans le Parisien, il est dit que tout le monde a la trouille dans le parti. Il parle de rentrée austère pour le Rassemblement national. Ils n'étaient pas là hier soir, c'est pour ça. Pour RMC, parle d'un séminaire de rentrée à l'heure du grand nettoyage. Le journal L'Express nous parle d'une rentrée sous tension, avec des vexations et des critiques internes. Et puis alors là, BFM a carrément sorti le grand jeu. On a eu un débat d'une demi-heure. Bardella, Le Pen, de l'eau dans le gaz. Vous allez lire beaucoup de bêtises à l'occasion de cette rentrée. Bon, alors, juste, Laure Lavalette, pas très sympa de taper sur les confrères, ça reste la presse quand même, non? Bah, ça reste la presse. Franchement. Après, voilà, je pense qu'on c'est la presse. On suscite un certain fantasme. Qu'est-ce que je voulais? Quoi qu'on fasse, globalement, ça suscite certains remous. Voilà. Je vais vous dire, l'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence de la souveraineté populaire. C'est le lieu par excellence. Voilà. C'est la maison du peuple. Encore une fois, on sort victorieux des élections européennes, des élections nationales où on a 11 millions, on a le plus gros groupe. Ça nous paraissait important, voilà, que ça soit à l'Assemblée nationale où on est en ordre de bataille. Moi, je voudrais qu'on ait un gouvernement. J'ai envie de retourner dans l'hémicycle. Ça me manque. Bon, ça vous manque. Bah, bien sûr. Alors Lavalette, on a d'autres sujets à aborder avec vous, évidemment. Député du Var et porte-parole du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale. On va revenir dans un tout petit instant. Tiens, je voulais vous parler de Cyril, évidemment. Il est 19h41 sur Europe 1. Cyril qui a rejoint la grande famille Europe 1 tous les jours du lundi au vendredi de 16h à 18h. Vous le retrouvez avec ses chroniqueurs, ses invités pour son émission On marche sur la tête pour participer à l'émission en direct. 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé et Europe 1 vous rappellera. Laure Lavalette est toujours dans ce studio, porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale, députée du Var. Véronique Jacquier nous a rejoint, journaliste CNews et France Catholique. Bonsoir Véronique. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Je suis très contente de vous revoir. On a travaillé ensemble il y a quelques années. Oui. Véronique Jacquier. Ça nous rajeunit pas. Ça nous rajeunit pas du tout.
Ah non, parce que c'était vraiment il y a beaucoup d'années. Jules Torres est toujours dans ce studio, journaliste au JDD, et Paul Melun, évidemment, écrivain et essayiste. Laure Lavalette, je voulais que vous restiez dans ce studio pour réagir. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo de cet influenceur saoudien. Alors, il en a fait plein, cet influenceur saoudien, qui fait la tournée de l'Europe. Il rentre dans les églises pour menacer les fidèles. Son compte TikTok a d'ailleurs été fermé. Je voudrais qu'on écoute cet extrait. Ça date de quelques semaines. Il est entré dans l'église Notre-Dame des Accoules de Marseille, dans le quartier du Panier. Tu es chrétienne? Inch'Allah, mes dieux vont te tuer aujourd'hui ou demain. C'est un bon mot en arabe. Ravi de vous rencontrer. Les gars, quand je vois ces choses ici, je suis en colère intérieurement. Je veux détruire toutes les croix ici. Oh, tu veux que je prie ici? Elle tente de me changer de religion. Si c'est à moi de décider, je vais la battre. Mais que pouvons-nous faire ici? Tu ne peux rien faire. Voilà, c'est un extrait de cette vidéo. Laure Lavalette, peut-être une réaction. Alors, si on a décidé d'en parler, c'est qu'il en a fait plusieurs. Il a fait la tournée de toutes les églises. Sur TikTok, on voit de plus en plus. Alors, on se demande parfois, et on en parlait dans la rédaction avec Thomas Lacroix, qui est rédacteur en chef ici à Europe 1, et Adrien Baget, on se posait la question, on se disait, c'est vrai que est-ce que c'est pas non plus une espèce de challenge chez les jeunes? C'est extrêmement choquant, cet extrait vidéo. Ouais, c'est tellement choquant qu'on se demande même si c'est pas psychiatrique, quoi. Parce que si vous venez de là-bas pour venir insulter des pauvres vieilles dames dans une église, ça pose question. Après, ça réouvre la question, effectivement, des actes antichrétiens, de la christianophobie en France. Je pense qu'en valeur absolue, Véronique Jacquier nous le dira mieux que moi, mais je crois qu'en valeur absolue, c'est les actes antichrétiens qui sont les plus grands en France, même si quand même nos compatriotes de confession juive, malheureusement, depuis quelques années, sont aussi évidemment victimes. Peut-être là, les actes antisémites ont explosé. Voilà, ont explosé. Bon. Donc, je sais plus, qui challenge malheureusement ce mauvais podium, mais on n'a pas non plus à le laisser faire. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faudrait peut-être prendre des mesures si jamais on le voit et lui dire que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est cette montée effectivement de sentiments anti-chrétiens, Véronique Jacquier. Merci d'être là, parce qu'on avait besoin de votre expertise. Vous avez la bonne personne, là, je pense. À mon avis, on s'adresse à la bonne personne. Non, mais alors attendez, moi j'ai vu Paul Melun, a l'air un peu largué sur la question. Moi, je prends une bataille. D'après la gendarmerie, d'après la gendarmerie, près de 900 églises ont été vandalisées ou profanées depuis le début de l'année. C'est vrai ça, Véronique? Non, combien vous me dites? 900 là, d'après la gendarmerie. Non, c'est énorme. Ouais. Non. Il y a 854 actes antichrétiens en 2023. On est parti pour avoir sensiblement le même chiffre en 2024. Il y a entre 2023 et 2024 40 églises qui ont été incendiées. Et quand je vous donne le chiffre des actes antichrétiens, 854 en 2023, ça concerne bien entendu les incendies, donc il y en avait 27 en 2023 et là il y en a déjà 12 cette année, mais ça concerne aussi les profanations, le vandalisme, le fait qu'on pille les troncs, le fait qu'on tague les murs, voilà, ça concerne toutes les atteintes en fait à ces lieux qui sont ô combien sacrés, mais on l'a oublié. Mais oui, non, mais c'est ça, mais j'ai l'impression que ça passe un peu, j'ai le sentiment que ça passe un petit peu inaperçu, je sais pas, mais à Nice, la police a interpellé un homme, c'était le 6 septembre dernier, c'est il y a pas longtemps, qui a brisé plusieurs statues, menacé une femme avec un couteau. Puis à Nice a déjà eu à subir quand même des attaques terroristes. Bien sûr. Nice est très éprouvée. Ouais. Mais là, je parle de faits récents. L'église Notre-Dame du Travail dans le 14e arrondissement de Paris, taguée avec des slogans du type « Soumettez-vous en Allah infidèle, la prière 5 fois par jour, au bâtard Jésus, un seul Dieu Allah ». La question, si vous voulez, ce qui me fait réagir, c'est que je me dis, si ça se passait ailleurs, peut-être qu'il y aurait une réaction un peu plus forte. J'ai le sentiment que ces actes antichrétiens aujourd'hui grimpent et que ça passe un peu totalement inaperçu. Alors, c'est évident que tout ce qui est acte antichrétien est considéré comme un non-événement. On l'a vu pour l'incendie de l'église de Saint-Omer. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que quand même parmi nos élus, il y a de plus en plus une classe politique qui n'a absolument aucune culture religieuse, donc un grand relativisme et quelque part tout se vaut. Et donc, on passe un petit peu l'émotion sous les rayons radars. On n'a pas envie de s'engager plus que ça, puisque ce n'est plus une religion qu'on porte intimement. Ça, c'est un fait quand même, qui est générationnel, faut quand même l'avouer. Et puis deuxièmement, là encore, c'est générationnel et c'est sociétal. Il n'y a plus d'idée de transgression de ce qui est sacré. On n'a plus l'impression que ce qu'on fait, c'est très 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 mal et qu'on offense finalement à travers le fait de profaner une église et un tabernacle. On touche à Dieu. Alors après, il y a plusieurs types de profils dans ces atteintes à tout ce qui
qui est chrétien et à tout ce qui est catholique. Bon, là, on l'a vu, l'influenceur, c'est un Saoudien, il est ouvertement anti-chrétien parce qu'il est profondément pro-musulman, et donc en gros, on voit, il est un peu sur le registre de la guerre sainte, et en cela, c'est quand même très très inquiétant parce que c'est un influenceur, et ça veut dire qu'il y a quand même des milliers, voire des millions de jeunes qui pensent comme lui, et certains qui sont d'ailleurs en France. Il y a ensuite ce qu'on appelle des adeptes de Satan, donc on peut dire qu'ils sont dérangés, mais ceux-là, ils existent aussi, hein, notamment les tags, notamment les profanations d'hosties, etc. Et puis après, il y a des incendiaires parce qu'ils sont notoirement anti-cléricaux pour telle ou telle raison, ne serait-ce que parce que médiatiquement, on ne respecte plus l'Église catholique, on ne respecte plus les prêtres, on ne respecte plus les cathos, ils passent pour des imbéciles, sans doute parce que collectivement, ils ont du mal à se défendre. Non, mais le problème, oui, ils ont du mal à se défendre, ou est-ce qu'ils se défendent? Pardon. Moi, je suis catholique, je vais me permettre de le dire. Excusez-moi, mais les catholiques, on a un peu le sentiment qu'on peut tout leur faire et qu'ils diront jamais rien. C'est un peu tend la joue gauche. Alors d'abord. Tendre la joue gauche quand on se fait gifler sur la joue droite. Non, mais ça c'est très très mal interprété, bien sûr, puisque c'est au contraire une demande de non-violence absolue pour dire qu'on est capable de se retenir. Donc c'est l'acte anti-barbare par essence. Évidemment, ça a été complètement dévoyé. Mais c'est pris pour de la faiblesse. Attends, Paul, juste, je veux terminer. Il y a deux réponses qui ne sont pas là. Il y a la réponse judiciaire, parce que on ne prend pas en compte le côté sacrilège des choses. Donc évidemment, même pour les gendarmes, c'est pas quelque chose de très important que d'avoir profané un tabernacle. Il n'y a pas de réponse politique, on l'a dit, parce qu'il y a une génération qui est moins sensible à ça, et puis parce qu'on se dit, les cathos, ils valent plus forcément grand-chose, donc on va pas les défendre. Et puis, finalement, c'est pas de la christianophobie, c'est du christiano-mépris. Et c'est vrai que, comme il n'y a pas collectivement de lobbying catho, avec des gens qui crient très très fort, on dit, allez, ils peuvent se faire encore un petit peu s'en prendre sur la figure. Parce que ça, ce sujet m'intéressait la rédaction. On a appelé l'Église catholique, les porte-paroles, machin. Personne de joignable. Je sais. Et moi, vous voulez que je vous fasse une confidence? Mais je te jure. Vous voulez que je vous fasse une confidence, Pascal, ça est pas du Seigneur. Non, mais Pascal, vous avez vu que c'est moi qui suis venu à la rescousse. Et je vais vous faire une confidence. C'est vrai que j'en ai marre d'être la porte-parole des catholiques, parce que j'estime qu'il y en a qu'il y en a qui sont bien mieux placés que moi pour le faire. Juste une petite chose quand même. Il y a la sénatrice Valérie Boyer, qui elle a demandé 3 commissions d'enquête parlementaire depuis 10 ans pour étudier ces phénomènes. Chaque fois, on a dit, oh non, c'est pas la peine, etc. Et là, elle demande finalement à ce que ce soit constitué comme quand on s'attaque à une église, que ce soit un crime avec un caractère spécifique pour que justement les personnes qui sont appréhendées soient vraiment jugées très très sévèrement. Ok, moi Jules Torres, peut-être un mot. Alors non, ou Paul Melun, je sais pas. Je voudrais te dire très rapidement. Moi, je pense surtout qu'il y a une impunité quand il y a des faits antichrétiens. C'est-à-dire qu'on a, vous vous souvenez sans doute de cette triste affaire autour du père Olivier Maire en Vendée, qui avait été tué par quelqu'un qui 2 ans plus tôt avait mis un incendie à l'église de Nantes, et il avait été relâché. Et souvent c'est pour des raisons psychiatriques, souvent c'est pour des raisons de l'impunité de la justice ou de la faiblesse de la justice. Et s'il y avait des vraies peines, vous savez, on parlait tout à l'heure pendant notre sujet d'immigration, de la bataille de la communication. Et bien en fait, si on apprenait aux gens, si vous incendiez une église, si vous agressez des fidèles, et ben en fait c'est la casse-prison. Je peux vous dire qu'il y aurait moins d'agressions. Il y en aurait, Paul Melun. J'espère qu'il y en aurait moins. De toute façon, il faut évidemment condamner très sévèrement ceux qui s'adonnent à ça. Moi, je pense qu'il y a une chose à dire sur ce sujet qui est fondamentale, c'est que la première menace contre les chrétiens en France, mais aussi dans le monde entier, c'est l'islamisme. Regardez les populations, les chrétiens d'Orient, partout où ils sont. Dans certains pays, ils ont été décimés, dans d'autres, ils ont été boutés, comme du reste les juifs partout dans le monde. Il y avait 10 000 juifs dans le monde arabo-musulman en 1900. Il y en avait 1 million à l'époque, il y en a 10 000 aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'il y a là un problème, et que, à l'instar de cet influenceur saoudien, il mène une croisade considérant que chaque occidental est aussi un chrétien. Eux, ils font d'ailleurs ce continuum culturel et religieux que nous ne faisons plus et que nous avons des pudeurs de gazelle à faire depuis longtemps. Donc ça, c'est sur la menace. Et après, ceux qui ferment les yeux sur les attaques christianophobes, sur la christianophobie, là, effectivement, il a été de bon ton dans une certaine élite culturelle et intellectuelle française, surtout française et européenne, mais surtout française, de critiquer, de se moquer des religions. Ça fait partie de notre culture. Moi, je
dis pourquoi pas. Mais à ce moment-là, moquons toutes les religions. Pourquoi c'est systématiquement la religion chrétienne dont on se moque? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle répond jamais. Parce qu'elle répond jamais. Il y a de ça. Est-ce que si on trouvait si on allait casser dans les mosquées ou si on allait effectivement mettre des tags si on avait un influenceur catholique français qui allait en Arabie Saoudite cracher sur une mosquée, pas tous ensemble. C'est vrai. Il finirait vite probablement au fond d'une geôle. Mais ça, c'est vrai que nous, on a cette culture. Pour le coup, vous parliez de tendre la joue gauche, Pascal. Je pense que c'est la bonne expression. Mais attendez, mais bien sûr que c'est ça. On est quand même là-dessus dans une espèce de laisser-faire qui est absolument aberrant. Et on doit défendre toutes les religions en France et toute la liberté de culte. C'est aussi ça. Et c'est vrai que ces actes antichrétiens ou antisémites qui sont en constante augmentation depuis des années et qui font des morts quand même. Je rappelle ce qui s'est passé avec le père Hamel. Enfin, à un moment donné, il faut une réaction extrêmement forte. Et là aussi, c'est comme nos sujets sur l'immigration tout à l'heure. L'omerta, l'interdiction d'en parler depuis des années, a fait beaucoup de mal à la réaction qui aurait dû se mettre en place et qui, j'espère, se mettra en place dans les années à venir. Eh bien, merci beaucoup. 19h57 sur Europe 1. Merci beaucoup, Laure Lavallée, d'être venue dans le studio. J'allais dire sur le plateau, dans le studio d'Europe 1. Jules Torres, Paul Melun, Véronique Jacquier, merci infiniment. On va continuer.